Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle amis internautes de l'invité, ce dimanche avec ma collègue Billy Gaël Laibi, on reçoit pour vous Éric Martin Sangan. Il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Il est conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale du Bénin, notamment le président Loïc Béounou-Vlavonou. Avec Éric Martin Sangan ce dimanche, on fera le tour de l'actualité politique nationale. Sans nul doute, le code électoral qui continue à faire susciter des réactions au sein de la classe politique, tant au plan national qu'à l'international. On parlera également de l'animation de la vie politique nationale en préparation des élections générales de 2026. Éric Martin Sangan, bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être à mon côté ce matin. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Merci d'être là. Billy Gaël, bonjour. Bonjour Kader. Bonjour Monsieur Sangan. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec moi pour cet entretien. Éric Martin Sangan, vous sortez d'un atelier d'appropriation du code électoral et ça tombe à pic puisque nous parlons du code électoral également ce dimanche. D'entrée de jeu, dites-nous de cet atelier d'appropriation, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Et qui étaient les participants? En effet, le cabinet du président de l'Assemblée nationale et les directeurs techniques de l'institution ont souhaité mieux appréhender le code électoral, ce qui est inédit parce que je ne pense pas que cela se soit déjà passé une fois. C'est fort de l'importance de cette loi-là et de son impact sur le vécu quotidien des populations qu'il nous a plu de mieux l'appréhender, de mieux la connaître pour, dans la mesure du possible, pouvoir répondre aux différentes interpellations, aux différentes questions qui nous reviennent la plupart du temps. Nous retiendrons de ça que l'ensemble du cabinet du président de l'Assemblée nationale est aujourd'hui mieux outillé pour expliquer à ceux qui se rapprocheraient d'eux relativement au code électoral pour pouvoir leur répondre de façon significative, de façon efficace. Et qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, vu que vous parlez de l'appropriation auquel vous avez participé par rapport au code électoral, est-ce que vous pouvez, pour la clairvoyance des citoyens, leur rappeler les principaux objectifs, justement, que vise ce code électoral-là? Ok, pour parler du code, il nous faut faire un retour dans l'histoire. Aller à ce code électoral, ce n'est pas en 2024 ni en 2019 qu'on a commencé par susciter le code électoral. Ça, c'est depuis 2006. Depuis 2006, en passant par 2015, le président Mbedji, dans son allocution d'investiture en 2015, a insisté pour qu'on dote le pays d'un paysage politique sécurisé, d'un paysage politique prometteur, d'un paysage politique qui permette
réellement l'exécution de l'activité politique qui permettent l'ancrage de formations politiques d'envergure nationale sérieuses. Donc, c'est des souhaits justes que le président Patrice Talon a eu le courage de réaliser. Lui, il a franchi le pas. Lui, n'a pas tenu compte de ce que dira-t-on des différents déshydratats. Donc, on est allé à ce coude. C'est courageux. C'est vrai qu'il y a des grincements dedans, mais c'est des grincements dedans du fait de la non-expérimentation du code. Mais pour beaucoup, en tout cas pour certains acteurs de la classe politique, ce code n'est pas inclusif. Oui, mais vous savez, vous allez peut-être me dire que je rejoins le président Djobénou pour vous dire qu'une loi n'est jamais inclusive. Quand vous prenez le code pénal, ce n'est pas inclusif. Puis si vous demandez au sujet à qui cela s'applique, ils vous diront qu'il faille sortir telle disposition, qu'il faille entrer telle disposition. J'ai bien parlé du code pénal, par rapport auquel nous sommes tous d'accord, concorse. C'est pas, aucune loi n'est inclusive en réalité. C'est vrai qu'il peut y avoir de petits trucs à régler, mais c'est fort de l'expérimentation, c'est fort de l'usage de cette loi-là, qu'on peut arriver à l'amélioration ou à l'amélioration dans tous les sens. Mais, à son allègement ou à le corser davantage. Et alors, selon vous, ce code est déjà parfait comme ça? Il est bon, on le laisse comme ça ou on peut le revoir? Aucune loi n'est parfaite, mais elle reste la loi. Elle reste la loi. Alors, lorsque vous, Éric Martin Sangan, au regard de votre parcours politique, vous parcourez ce code électoral-là, lorsque vous avez écouté les différentes communications qui vous ont été effectuées pour mieux approprier ce code électoral qui a été voté par cette législature-là, est-ce que pour vous, ce code électoral est en phase avec les aspirations de la classe politique? Bon, ça dépend de ce que vous appelez la classe politique. Vous en faites partie. La classe politique, c'est qui? C'est les acteurs politiques qui ont des formations politiques qui n'ont même pas l'envergure d'un quartier, ou c'est les acteurs politiques qui transcendent les communes, qui transcendent les départements et qui ont une assise nationale, qui peut avoir des prétentions dans la Liborie, dans le jour, que dans les collines. C'est ça la question. Ça ne dérange en réalité ceux qui susurrent, ceux qui animent la discussion aujourd'hui. Ce sont ces acteurs politiques qui hier se contentaient à la limite d'une commune, d'un arrondissement, d'une circonscription, pour peu qu'elle fût un peu démographiquement exploitable pour se faire des sièges. Okay? Mais quand on s'interroge sur les connaissances même du territoire national, il y en a qui ne connaissent pas toutes les régions du pays. Le Code invite aujourd'hui le politique à aller connaître le pays, à se faire connaître par ses concitoyens, par ses mandants, à dire « je suis de telle formation politique », de façon à ce que le Béninois qui est à Karimama puisse dire « ah, cette formation politique, je la connais. » Le Béninois qui est à Malanville, à Segmana, à Gogono, à Kérou, puisse dire, je le connais. On ne fait pas la politique à Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, à Boycon et à Abomey. Oui, mais Martin Sangan, lorsqu'on vous entend, on sent que la volonté ou l'initiative derrière ce code-là, c'est de renforcer l'hégémonie des partis politiques pour que nous ayons des partis politiques forts, des partis politiques nationaux. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas procéder autrement que cette disposition-là qui sont instaurées, qui, selon la classe de l'opposition, serait susceptible d'engendrer des troubles à la quiétude des Béninois en 2026? Vous savez, la conférence nationale que je salue d'ailleurs, que je continue de saluer, que c'est ça qui a ouvert la voie au renouveau démocratique. Je ne dirais pas qu'elle a échoué sur un de ses pans, mais c'est qu'elle
elle a donné une certaine ouverture politique qui ont induit la situation que le Bénin, notre pays, a connue et que certains nostalgiques du passé souhaitent perdurer. Au fond, elle a ouvert la voie à un multipartisme intégral qui aujourd'hui est toujours là. Nous sommes dans un système de multipartisme intégral, mais c'est assorti aujourd'hui de conditionnalités. Si vous êtes formation politique, vous devez pouvoir vous affirmer. On ne vient pas faire la politique pour une partie de la communauté. On ne peut pas aller à la politique parce que dans mon Koufo, dans mon zoo natal, j'ai une certaine hégémonie et quand on parle de moi, c'est moi le seigneur de tout le monde. On va en politique parce qu'on a un idéal. On va en politique parce qu'on a une vision de la gestion de la cité. Et ça là, ça doit être largement partagé par la grande majorité de la population. C'est à cet exercice-là qu'aujourd'hui les formations politiques sont invitées. On interdit à personne d'avoir son parti politique, mais il lui a fait obligation d'avoir de la représentation nationale. C'est tout. Il a fait obligation d'avoir de la représentation nationale. Éric Martin Senghor, on vous connaît par le passé dans le littoral, dans l'animation de la vie politique nationale également, par rapport à la préparation du terrain. Certains vous qualifient d'homme de terrain. Dans le zoo également, on voit un peu. Mais vous, Martin Senghor, aujourd'hui, acteur politique, vous étiez toujours derrière, mais soutenant Patrice Talon. Est-ce que vous ne voyez pas un gêne pour les acteurs politiques d'en face lorsque, je l'ai déjà posé à plusieurs personnes ici, vous êtes à même de participer à une élection présidentielle, communale ou législative pour être plus précise, et que à l'issue de ces élections législatives-là, vous avez peut-être obtenu 30%, 30%, 30%, et parce que vous avez seulement 19,90 dans une seule circonscription électorale, vous perdez l'accessibilité au partage des sièges. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Très sincèrement. Nous sommes en train de dire la même chose depuis. Si je suis une formation politique et que je connais les enjeux qui sont les miens, que je me prépare pour gagner les élections, je dois m'outiller. Je dois m'outiller pour soit seul, avoir les 20%, soit un accord de législature ou un accord de gouvernance, avoir ensemble avec les formations politiques, avec les ou la formation politique avec qui je suis en accord, avec qui je suis en coalition, pouvoir justifier des 20% là et élever les sièges. Justement, ce qu'on vous reproche, ou ce qu'on reproche à cette législature, vous êtes au cabinet du président de l'Assemblée nationale, donc c'est votre législature, si on peut le dire ainsi. Ce qu'on vous reproche, c'est que... toutes les législatures ont d'ailleurs été les miennes depuis l'avènement de la démocratie, puisque je suis béninois. Il n'y a pas de législature qui n'ait pas été financée par les contribuables. Tout à fait. Voilà. Alors, comment comprendre que les parlementaires votent une loi qui va régenter le paysage politique d'une élection dont le modèle est une première au Bénin et que pour l'instant, aucune des grandes formations politiques du pays ne répondent aux critères énumérés. Et la seule possibilité, c'est cette alliance de gouvernance que vous avez évoquée tout à l'heure, jusqu'on a constaté que la probabilité est beaucoup plus favorable pour la mouvance qu'au niveau de l'opposition, parce qu'au niveau de l'opposition, les démocrates n'ont pas un parti politique équivalent sur le plan de l'hégémonie pour pouvoir les suppléer pour arriver à la finalité que vous avez décrite à l'instant. Non, c'est vous qui le dites, en parlant des démocrates. Lorsque je prends la mouvance, je prends le bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau. Au législatif passé, on a vu ce que les deux formations politiques valent. L'UP avec son nombre de députés, le BR a le même nombre de députés que les démocrates. Donc on peut dire que sur le plan hégémonique, ils ont pratiquement les mêmes. FCBE, on a vu ce qu'ils ont obtenu. Alors, démocrates, eux, ils vont se mettre avec qui demain en accord de gouvernance pour obtenir ce qu'ils espèrent, au moment où l'UP et le BR se mettent ensemble. Mais il y a plein de formations politiques qui se réclament de l'opposition, qui ont quand même gagné des voix. Oui, elles ont gagné des voix, mais est-ce que dans la balance, sur la balance Robert-Val, est-ce qu'elles pèsent la même chose? Est-ce que toutes les autres formations politiques de l'opposition, quand on les met toutes ensemble, est-ce que sur le plan hégémonique, elles peuvent peser l'UP et le renouveau seul? C'est bien possible s'ils travaillent bien. Les démocrates vous diront qu'ils ont gagné les élections législatives sur toute l'étendue du territoire national. La dernière, surtout, est qu'on leur a volé les sièges. Ça veut dire qu'ils ont de la représentativité. Pourquoi vous estimez que
Mais ils se plaignent par rapport à ce code électoral. Ils appellent. S'ils se plaignent, c'est qu'ils sont conscients qu'ils ont des problèmes de représentativité. Et c'est à cela qu'on les invite à travailler. Mais ne pensez-vous pas que ce code électoral pourrait créer des tensions, comme on en a vu il y a quelques années dans le pays, par exemple, puisqu'il n'est pas révisé et tout le monde n'est pas en accord avec ce qu'il comporte comme loi et autres? Est-ce que c'est en fait le code qui va créer des tensions? Non. C'est l'approche humaine, c'est la gestion, les conflits d'intérêts partisans qui peuvent générer les tensions. Et quand on parle, ce n'est pas qu'au Bénin que ça arrive. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les présidentielles dernières aux États-Unis. Vous avez vu, le président actuel a failli passer de vie à FREPA à plusieurs reprises. Il a dit que ça. C'est en fait ça la politique. Ce n'est pas les tests, qui posent problème, mais c'est nous, c'est notre approche, c'est l'idéal, c'est ce qu'on aurait souhaité que ces tests-là soient qui font problème. Alors que les tests de loi ne plantent que le décor, ne créent pas les conditions pour une saine émulation de toute activité. Toute l'activité. Alors, et Martin Sandan, lorsqu'on entend parler si bien, on a comme l'impression que tout est possible et que l'opposition se plaint sur quelque chose qui n'est pas véritablement valeureux. Mais il n'y a pas que l'opposition, il y a également des acteurs de la société civile, pas des moindres, qui alertent par rapport à ce code électoral. L'Église catholique également, à travers des séminaires, a démontré que ce code électoral-là, pardonnez l'expression, peut-être est dangereux, mais on a comme l'impression que du côté de la mouvance... L'Église catholique, oui. Les acteurs de la société civile, c'est possible. Mais je voudrais constater qu'ils ne sont pas des formations politiques. Et que ces deux maillons de la société que vous citez... Oui, qui sont très soucieuses de la paix dans le pays. Qui se préoccupent voilà, de la paix. Des plaintes d'une certaine partie de la... Je pense que c'est en fait ça. Ils n'ont pas leur mot à dire. On n'a pas dit qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire. En réalité, parce que c'est des structures fédératrices, c'est des structures qui mettent ensemble toute la société, je crois. Parce que autant la mouvance que l'opposition, autant les centristes, tout le monde appartient à une certaine obédience et nous sommes tous de la société civile. Tous. Quand on sort de l'espace politique, nous sommes tous de la société civile, en réalité. Donc, nous comprenons que les gens estiment qu'il y a des choses à corriger et que des choses pourraient entraîner des problèmes. Nous comprenons. On leur fait bon droit. Mais nous pensons également que à l'étape actuelle, il sera difficile de revenir sur cette loi-là. Ah bon? Comment? Oui, pourquoi? nous en ferons l'expérience. Nous en ferons l'expérience. Et puis après, s'il y a des choses, encore que, nous on ne trouve pas qu'il y ait de problème majeur. Est-ce parce que vous appartenez à l'Union progressiste de renouveau que vous le dites? Non, pas du tout. Puisque vous venez de le dire. L'Union progressiste de renouveau a raté les 20% dans 3 circonscriptions électorales en 2023. Oui. Il peut arriver qu'on n'ait pas ça. OK. Oui. Donc, nous ne pourrons... nous sommes prêts à aller à des accords. Nous sommes prêts à nous ouvrir. L'objectif in fine, c'est que nous ayons des formations politiques véritablement représentatives, que nous ayons des élus qui puissent dire « Oui, je suis élu, mais Akari Maman me connaît. Vous avez dit, vous avez cité Cotonou, vous avez cité Abomey. Moi, je suis connu à Porto Novo. Je suis connu à Akari Maman, je suis connu à Natitego, je suis connu à Parakou. Et pourtant, en réalité, mon environnement politique immédiat, c'est Cotonou. Vous comprenez? Mais l'acteur politique que je suis fait l'effort de connaître le Bénin et de se faire connaître par les Béninois. Mais c'est ce qu'on demande à tout le monde. Oui, justement, mais il y a une question. Pourquoi vous ne revoyez pas simplement un peu à la baisse les 20%, le pourcentage, le taux Ça favorise qui, au fait? Parce que les 10%, les 10% déjà... Le taux actuel fait le lit à qui? Les 10% déjà au plan national, vous avez vu comment c'est tellement éprouvant pour beaucoup de formations politiques. Il y a qu'à peine... Vous savez, l'idéal même, c'est que les lois soient écrites pour que les plus grandes formations politiques ne soient pas amenées
à être en accord de gouvernance. Si déjà l'UP a besoin, qui est la plus grande formation politique, a besoin du BR pour obtenir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales, ça veut dire que toutes les autres formations politiques sont à genoux devant ce code. Vous savez comment nous en sommes arrivés à l'homme que nous sommes aujourd'hui? On n'était pas comme ça au départ. L'humanité, l'espèce humaine a dû traverser des péripéties. Et les individus les plus aptes, les plus capables ont résisté pour finir par donner ce que nous sommes aujourd'hui. Et il faut qu'on en arrive là. On ne peut pas, parce que nous sommes un certain nombre d'individus et que parmi nous, il y en a qui sont organiquement faibles. On ne peut pas créer des conditions pour évoluer avec cette faiblesse-là. Nous devons créer les conditions pour que les individus organiquement faibles puissent transcender cette faiblesse-là et devenir aussi robustes que les autres. Ce que vous demandez là, revoir la baisse, qui ça avantage? Ça nous permet d'avoir ce que nous avons souvent. Ça permet à ce qu'on puisse penser que véritablement ce code électoral-là ne répond pas à ce qu'on lui reproche, un code qui veut exclure des gens. Il n'y aura même pas de code qui va répondre à ce que... il n'y aura pas de code qui puisse faire l'humanité. Ce code électoral-là et le système partisan, je ne sais pas si Éric Martin Senghor, vous faites le constat, on a comme l'impression que ce sont ces deux éléments essentiels-là qui constituent, c'est autour d'eux que s'articulent les véritables griefs qu'on fait à Patrice Talon. Sur le plan des réalisations, seuls les aveugles diront que rien n'est fait. Mais le code électoral et la réforme du système partisan, on a comme l'impression que ce sont ces deux éléments-là qui peut-être ternissent son bilan, parce que ce sont ces deux éléments-là qui permettent de dire qu'on a voulu exclure, on veut exclure chaque fois. Patrice Talon a-t-il une formation politique? Il est chef de parti. Il n'est pas chef de parti politique, mais on connaît ses relations avec l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain. Patrice Talon a-t-il été candidat à une élection législative depuis qu'il est là? Il a été candidat à une élection présidentielle portée par Patrice Talon serait-il candidat au regard de nos tests aux élections présidentielles qui pointent à l'horizon? Non, mais pourquoi lui faire des griefs s'il veut créer le cadre? Mais il aura son mot à dire pour ses partis politiques en 2026. C'est relatif, c'est un citoyen, il peut dire qu'il aura son mot à dire. C'est le chef de la majorité présidentielle. C'est le patron de la majorité présidentielle. C'est possible. Je dis, c'est d'abord un citoyen qui a le droit de dire ce qu'il pense et de souhaiter ce qu'il souhaite qu'on atteigne. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il dira qui va passer. On a vu le président Yahi Boni activement en campagne ici en 2016. Il a même fait campagne le jour du silence. Et les résultats, on connaît. Mais est-ce que lorsque vous le dites ainsi, est-ce que vous pensez que l'UP, le BR peut faire autre chose au travers de la volonté de Patrice Talon pour 2026, au regard des enjeux qui pointent à l'orée pour Patrice Talon? Pourquoi vous liez l'avenir de toute une nation à un seul individu, à une seule personne? Patrice Talon, ce n'est pas le Bénin, c'est le chef de l'État aujourd'hui, c'est le président de la République aujourd'hui. Et le géniteur de l'UP du BR, si on peut le dire ici. Il a ses prérogatives, non. Géniteur de l'UP du BR. Mais pourquoi vous dites géniteur de l'UP et du BR? Parce qu'on constate que l'UP et le BR ont des idéologies un peu contraires, mais les deux soutiennent mordicus Patrice Talon parce qu'ils ont vu le jour sous Patrice Talon, si on peut le dire ainsi. Bon, c'est possible. Moël aussi a vu le jour sous Patrice Talon. N'est-ce pas? Les démocrates ont vu le jour sous Patrice Talon. RN a vu le jour sous Patrice Talon. Non, RN existait, jusqu'on a changé de dénomination. De toute façon, RN a vu le jour sous Patrice Talon. A changé de... L'Union progressiste, le renouveau, c'est un ensemble de partis, c'est une fusion de plusieurs partis politiques, de plus d'une centaine de formations politiques, pour répondre simplement aux exigences des nouvelles lois, et puis c'est tout. Donc, c'est des formations politiques qui existaient et qui ont accepté de laisser leur dénomination première pour se retrouver dans ce creuset-là afin d'être plus forts. Vous ne voyez pas? Donc pour vous, en fait, il y a vraiment l'homogénéité au sein de ces formations politiques? Dans tous les cas, je parle de l'Union progressiste. Oui, nous sommes homogènes. Vous êtes homogènes? Oui, bien sûr, c'est ce que je connais le mieux. Monsieur Senghor, puisqu'on parle d'actualité politique, il y a encore quelques semaines, il y a eu, selon des rumeurs, des tensions
en tout cas des tensions silencieuses entre l'UP, le renouveau, entre les membres, entre les membres du parti UP Le Renouveau, et on aurait entendu comme rumeur, ou certaines rumeurs diraient que on pourrait revoir la renaissance du PRD ou la dislocation de l'union de ce mariage-là de l'UP et du PRD. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Au fond, est-ce qu'il y a mariage? Est-ce qu'il y a un mariage? Ces deux partis qui se sont mis ensemble, qui ont fusionné. Deux formations politiques ont décidé de se dissoudre pour renaître ensemble. Est-ce qu'il y a une dissolution de ces partis politiques? Absolument. Vous êtes sûr que le PRD a dissolu? Absolument. Il y a eu un congrès de dissolution du PRD? Absolument. Et ah bon? Je mets à défi. Je dis, je mets à défi le président, enfin celui dont vous parlez, Maître Adrien Ngouédi, de nous dire le contraire. Qu'il y a eu dissolution du PRD? En tout cas, depuis qu'il a effectué deux sorties, d'abord une en février et l'autre en avril dernier, beaucoup disent que après cette sortie-là, les membres de l'ancien parti, de son ancien parti PRD, se sont quand même concertés, et certains parlent même de possibilités de sortie de l'UP, le renouveau, même si le sage lui-même n'a pas parlé de telle chose. En tout cas, certains estiment qu'il y aurait une possibilité qu'il sorte. Et d'autres parlent même de l'impact que cette sortie médiatique-là a eu, puisqu'il a parlé de révision, il a proposé la révision du code électoral. Lui, qui quand même est membre de l'UP Le Renouveau, il a également invité à la réconciliation politique des acteurs. Il parle également d'inclusion. Voilà, d'inclusion. Beaucoup disent que depuis cette sortie-là, quand même, il y a eu des changements au sein du parti. Il y a eu des nominations, par exemple, des changements, que ces sorties-là d'Adrien Ngouédi étaient une alerte ou quand même un appel indirect au président et au parti de la mouvance. Je n'ai pas compris. Vous pensez que parce que Ngouédi est sorti, a fait des déclarations publiques, l'impact direct, c'est qu'il y a eu un bouleversement ou un changement de paradigme dans l'administration du parti ou dans la gouvernance nationale, c'est ça? Ce n'est pas nous qui pensons, selon les critiques, les rumeurs et tout. Non, l'Union progressiste, le renouveau a son fonctionnement, a son mode de fonctionnement, et c'est ce qui continue d'être. Maintenant, le président Ngouédi, que je respecte, a fait des déclarations, c'est son droit le plus absolu, on ne peut pas le lui dénier, que c'est un citoyen. Si on se le permet, il fait partie des acteurs de la conférence nationale, donc c'est une référence en matière de démocratie au Bénin, mais il a sa lecture, qui peut ne pas être la bonne. Et on ne peut pas lui dire de ne pas exprimer ce que lui pense. C'est tout. Pour nous, il n'y a pas match là. Il n'y a pas match là? Non, il n'y a pas match. Mais dites-nous... il n'y a pas de fouetter un chat. Est-ce que ce que dit Maître Adrien Ngouédi n'est pas l'écho d'autres personnes en silence? Bon, dans tous les cas, vous avez dit que ces sorties peuvent amener à l'éclatement de l'Union progressiste Le Renouveau, c'est ça, non? Selon les critiques. Parce qu'on voit de plus en plus être exhibé le logo du PRD. Qu'est-ce que vous en dites au niveau de l'UP Le Renouveau? Jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Les instances du parti se penchent là-dessus, et les jours à venir, nous prendrons les mesures qui s'imposent. C'est tout. Exclusion? Une exclusion en vue? Je ne saurais le dire. Quand vous parlez des instances qui se penchent là-dessus, on pourrait croire qu'il y a quand même des résolutions qui sont en train d'être prises depuis ces sorties-là. Et dans tous les cas, c'est des... Je ne voudrais pas utiliser de gros mots, puisque nous parlons d'une personne qui peut être moi, mon papa. Mais c'est des comportements qui ne cadrent pas avec les lignes directrices du parti. Vous comprenez? Je suis membre d'un parti à un certain niveau, j'ai des observations à faire, je le fais dans un certain cadre.
Je le fais dans certains cadres, je le dis directement avec les gens, mais je ne vais pas sur la place publique étaler. Peut-être qu'il a dit à l'interne et il n'a pas eu écho favorable. Peut-être c'est une stratégie. Nous avons seulement besoin qu'il le dise lui-même, qu'il a déjà dit à l'interne et qu'il n'a pas eu d'écho favorable. Et qu'il n'a pas eu d'écho favorable. Il n'a qu'à le dire publiquement, qu'il l'a dit à l'interne et qu'il n'a pas eu de réponse. Mais est-ce que des maîtres Adrien Oumbedi, il n'y en a pas encore d'autres au sein de l'UP Le Renouveau, mais peut-être qui contiennent le silence? Peut-être par peur de représailles. Je ne peux pas vous dire, qu'à l'UP Le Renouveau, nous pensons tous la même chose, de la même façon. Non, mais ce qui nous caractérise, c'est la discipline. La discipline du groupe, c'est la discipline face aux idéaux du parti. Et c'est l'objectif final, c'est de faire de notre formation politique une formation sérieuse, une formation d'envergure nationale, une formation conséquente qui va à la conquête du pouvoir. Et elle va suivre après Patrice Talon, vous êtes sûr? Certainement. Certainement, oui. Monsieur Senghor, quelle est votre appréciation de la vie politique à quelques mois du rendez-vous de 2026? Tout se passe apparemment normal, le pays va bien. Vous pensez? Les acteurs politiques se concertent, se préparent pour chacun de son côté sortir le duo. Le pays va bien peut-être, mais Monsieur candidat Zanaï a fait une récente sortie et pendant cette sortie, il a quand même fait des déclarations. Il a indexé certains acteurs politiques, dont Monsieur Maître Joseph Djogbenou, par exemple. Qu'avez-vous pensé de ces révélations-là? Vous savez, candidat Zanaï, c'est mon grand frère. Oui. C'est un grand frère à moi. Et ça, je pèse bien mon mot. Il ne dira pas le contraire. Il est dans son rôle. Quel rôle? Il est dans son rôle parce qu'il est politique. Et le politique est d'abord un objecteur. Et il a des objections, il objecte, il dit ce qu'il pense. Pour peut-être, lui, à sa manière, orienter les actions politiques. On ne peut pas le lui reprocher, à moins qu'il ne tombe sous le coup de la loi. Et je pense que pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte contre lui, il n'y a pas eu d'autosaisine. Donc, c'est qu'il est dans le cadre des tests de la République. Des tests de la République. Est-ce que vous avez maintenu des rapports avec l'homme? Est-ce que vous faites toujours partie de ces visiteurs du soir? Je vous ai dit que c'est mon grand frère. C'est mon frère. Mais que pensez-vous de sa récente posture politique actuelle vis-à-vis du régime auquel vous appartenez? Oui. Quand je suis dans une maison et qu'à un certain moment, je constate que mes aspirations profondes, ma sécurité, mes attentes ne sont pas remplies dans cette maison-là, je sors et je vais m'installer ailleurs. Donc vous trouvez normal les propos de candidat Zanaï fondés? Je n'ai pas dit que je trouve ces propos fondés, mais je dis que lui fait ce qu'il pense être bon pour lui. C'est tout. Et qu'est-ce que vous pensez du discours politique de candidat Zanaï? C'est le discours politique habituel du candidat Zanaï. Il n'y a rien de nouveau. Et sans prendre... Il n'y a rien de nouveau. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelle est la nouveauté dans ce que le candidat dit aujourd'hui et ce qu'il a dit hier, ce qu'il a dit depuis 1996 où le général Kérékou est revenu au pouvoir? Candide, à sa manière de dire les choses, pour certains qui en parlent, ils pensent que candidat Zanaï fait ces sorties-là pour ne pas se faire oublier du public, pour rester dans l'actualité politique et tout, que ces déclarations, c'est juste pour ne pas disparaître de cette atmosphère politique-là. C'est possible. Et pourquoi voulez-vous qu'il disparaisse? Ce n'est pas son droit de travailler à son existence. C'est son droit de travailler à son existence. Pourquoi voulez-vous qu'il disparaisse? Moi, je comprends. C'est un acteur politique qui dit ce qu'il pense à un certain moment et qui recadre quand il pense qu'il faut recadrer. Et dans l'expression de ses même pensées, s'il n'a pas toujours raison, il tente de recadrer. Même dans l'expression de ses pensées, lorsqu'il arrive à indexer le président de votre formation politique et d'autres acteurs, vous pensez cela que c'est toujours l'expression, la liberté d'expression toujours, ou des attaques politiques? Nous avons une cellule juridique
au sein de notre formation politique, nous avons des structures qui regardent, qui suivent et qui analysent et qui nous disent s'il faut répondre ou s'il faut ne pas répondre. Ça ne nous gêne pas qu'on indexe le président de notre formation politique. Ça ne nous gêne pas qu'on le voue hégémonie. C'est la preuve qu'il est dans la bonne direction. Et quelles sont selon vous les questions que soulèvent ces révélations-là? Aucune valable pour nous. Aucune question sérieuse. Et sans prendre parti, comment percevez-vous les réactions? C'est-à-dire réactions comme silence des acteurs qui l'indexent par exemple. Oui, parce que peut-être selon eux, il n'y a pas nécessité de répondre ou de réagir. Okay. Il n'a pas indexé que le président de ma formation politique. Il a indexé, titillé quelquefois le président de la République. N'est-ce pas? Oui. Bon. Alors, Eric Martin Sangan, nous sommes à quelques mois des élections générales de 2026. C'est une première au Bénin qu'on puisse organiser au cours de la même année les 3 élections. C'est un grand rendez-vous électoral, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore connaissance de l'offre politique des différentes formations politiques, que ce soit au niveau de l'UP Le Renouveau, au niveau du Bloc républicain ou de les démocrates, pour ne citer que ces 3 grands de formations politiques-là. Je vais partir simplement de la période la plus proche de nous. Je vais partir de l'actualité politique en mai 2015. Tous les candidats déclarés, qui se sont déclarés en mai 2015, n'ont malheureusement candidaté, n'ont malheureusement acté, n'ont malheureusement été candidats, pas été candidats aux élections présidentielles. Vous comprenez? Ça se prépare au fait, ça se prépare, et les jours à venir, vous aurez ce que vous voulez. Mais pour vous, quel doit être le profil du candidat de 2026 pour succéder à Patrice Talon? Lorsque vous regardez un peu ce que Patrice Talon a eu à faire, ses accomplissements, ses limites, si on peut le dire ainsi, puisqu'aucune humaine n'est pas faite. Un autre Patrice Talon. C'est-à-dire? J'ai bien dit, j'ai été clair, j'ai dit un autre Patrice Talon. Donc, selon vous, Patrice Talon est le meilleur profil normalement, mais vu qu'il ne fera pas un autre mandat, vous souhaitez un autre Patrice Talon, un même modèle? Oui, et dans la mouvance, là, vous voyez des profils... Peut-être un modèle un peu plus amélioré, mais un modèle fondamentalement Patrice Talon. Mais lorsque vous voyez dans la mouvance présidentielle, lorsque vous regardez un peu, que ce soit chez vous, Le Renouveau ou au Bloc républicain, est-ce que vous voyez des acteurs politiques qui ont ces caractéristiques-là? Il y en a plein. Moi, par exemple. Ah bon? Ah ben oui. J'allais vous demander pourquoi pas vous. Mais oui, moi, par exemple. Vous ne pensez pas? Vous êtes candidat au Dauphinat? Candidat à la candidature, je peux le dire. Est-ce que nous parlons de Dauphinat? Non, nous ne parlons pas de Dauphinat et ne souhaitons même pas que le président Patrice Talon ait un dauphin. Il faut qu'on se conforme à l'esprit du système partisan qui demande à ce que ce soit les formations politiques qui désignent, qui proposent les candidats et qui les investissent. Je vais poser la question à vous, monsieur Eric Martin Sangan, le citoyen. Selon vous, quelles sont les attentes des citoyens vis-à-vis de ce rendez-vous de 2026? Ou quelles devraient être leurs attentes? Bon, avoir des élus de façon régulière, avoir un successeur à Patrice Talon à même de faire autant, et pourquoi pas plus que Patrice Talon l'a fait, réussir là où il a bégayé peut-être. Et quels sont, selon vous, les aspects du processus électoral qui nécessitent une attente particulière pour garantir des élections pacifiques et inclusives, crédibles en 2026? Nous les avons évoqués ici. Oui, on peut le rappeler rapidement. Nous les avons évoqués ici. La population, une certaine frange de la population induite par certaines formations politiques, aurait peut-être même souhaité qu'on saute les verrous qu'il y a dans le code électoral pour permettre à tout le monde d'aller compétir. Mais c'est tout. Mais ce n'est pas forcément fondé, ce n'est pas forcément juste. Et on ne peut pas à tout prix satisfaire à ces doléances, à ces attentes-là.
Merci. Et Mathieu Sangan, tout à l'heure, je vous ai présenté quand même comme membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou-Vlavonou. Je m'en voudrais de conclure cette émission, puisque nous sommes pratiquement à la fin, de ne pas vous poser quand même quelques petites questions sur l'homme. Vous êtes désormais aux côtés de Loïc Vlavonou. L'homme, il est qui, si on vous pose cette question? Je vais vous répondre. Le président Vlavonou, c'est un manager hors du commun. C'est un homme d'État affirmé, mais qui a un cœur d'ange. Voilà, c'est le mot. Est-ce à dire qu'il est manipulable? Et pas du tout. Mais pas du tout. J'ai dit c'est un homme d'État redoutable. Il sait ce qu'il veut. C'est un manager hors pair. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas du tout manipulable. Il n'est pas manipulable. Là, c'est faux. Après, ce n'est pas le monsieur que je connais. Ce n'est pas le monsieur que vous connaissiez. Alors, votre immersion au niveau de l'Assemblée nationale, comment vous la vivez avec les parlementaires, la collaboration, comment elle est? Non, on n'a pas eu de difficultés. On n'a pas... nous faisons partie des cadres techniques du Parlement, donc nous sommes à la disposition de tous les parlementaires, toute obédience confondue. Donc, nous répondons tant aux sollicitations en cette matière-là, de ceux que vous appelez minorité parlementaire, qu'aux préoccupations de la majorité parlementaire. Et donc, de toute façon, il y a eu beaucoup d'innovations apportées là-bas par le président Vlavonou, qui font aujourd'hui que il y a une saine collaboration, en tout cas en ce qui concerne la vie au Parlement. Monsieur Songo, une dernière question. Beaucoup critiquent les acteurs politiques et tout, ils disent qu'ils sont là pour leurs intérêts. Mais vous, en tant qu'expérimenté et homme de ce monde-là, que pouvez-vous donner comme définition bref d'un acteur politique? Oui, les critiques, cela va de soi. Les hommes critiquent les femmes critiquent les hommes, et tout le monde se critique de part et d'autre. Ok? Un acteur politique, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un idéal quant à ce qui concerne la gestion de la cité, et qui y travaille. Chacun, malheureusement, détermine sa façon, la méthodologie à utiliser pour atteindre les objectifs. Il y en a qui font de la fabulation. Il y en a qui sont raides, qui sont dans la rectitude de l'action et qui sont vrais, qui sont honnêtes et qui sont sincères. Il y en a qui ne le sont pas forcément. Mais l'idéal est qu'on puisse faire la politique tout en étant honnête. Tout à l'heure, vous avez parlé quand même de beaucoup d'innovations qui ont été effectuées par le président Loïc Vlavonou. Lesquelles vous ont véritablement marqué, pour conclure? J'ai commencé par le dire, c'est inédit que les cas techniques de l'Assemblée puissent aller à l'appropriation d'une loi qui fait polémique. Et ce n'est pas seulement ça. Vous savez, la semaine écoulée, ça a été la semaine des séminaires pour l'administration parlementaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la chaîne de communication de l'Assemblée nationale était également un séminaire d'appropriation du numérique. Vous le savez. Je crois, hein. Et il n'y a pas que ça. Pas que ça. Si nous devons parler d'innovation, nous allons tellement en citer. Nous sommes en train d'en citer jusqu'à ce qu'il va sonner 19h. Jusqu'à ce qu'il va sonner 19h. Merci à vous, Éric Martin Sangan, pour ce moment d'échange. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de ces sympathisants, militants de l'Union progressiste de renouveau, pourquoi pas, qui ont bien voulu suivre cet entretien ce dimanche. Je parlerai à tous les Béninois plutôt. Je parlerai à tous les Béninois parce que je suis Béninois. Et je pense qu'au-delà des appartenances politiques, nous appartenons tous à cette cité-là. Chers compatriotes, que vous soyez de la mouvance de la majorité, de la mouvance présidentielle, de la majorité parlementaire ou de la minorité parlementaire, nous devons reconnaître que nous sommes Béninois et que ce pays nous appartient à tous. Et comme l'a dit Monseigneur de Souza, nous sommes une nation qui étonne et qui s'étonne.
je parie que nous travaillerons chacun en ce qui le concerne à ce que dans l'orée ou dès 2026, avec cette expérience que nous sommes en train de vouloir faire des élections générales, que notre pays étonne encore et que notre pays se dote d'institutions fortes, que notre pays élise des hommes capables de conduire sa destinée à des lendemains meilleurs. Merci. Merci à vous, Éric Martin Sangan, chers amis internautes de cet entretien. On retient que l'invité du jour, Éric Martin Sangan, sort d'un atelier d'appropriation du code électoral, lequel était destiné au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Béounou-Vlavonou. Son cabinet est allé s'approprier ce code électoral-là. Il a expliqué les fondements de cette initiative. Pour lui, l'acteur politique, ce code électoral est la réponse à d'innombrables souhaits émis par le passé par des acteurs politiques. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a laissé entendre qu'aucune loi n'est inclusive, aucune loi n'est parfaite. Il a également fait savoir que la Conférence nationale des forces vives de février 1990 a généré des ouvertures politiques regrettables, dont notamment le multipartisme intégral. Il a également argumenté dans ce sens-là. Et pour lui, ce code électoral invite le politique à connaître le pays et à se faire connaître, notamment également ses intentions pour le pays. Si l'opposition se plaint par rapport à ce code électoral, c'est qu'ils ont des problèmes de représentativité, a laissé entendre Éric Martin Sangan. Pour lui, il sera difficile de revenir sur cette loi. Il l'a fait entendre également plusieurs fois en filigrane. Pour lui, c'est pas forcément ce qui... c'est pas forcément ce que dira Patrice Talon qui va passer notamment en 2026. Il a expliqué cette portion de phrase-là. Il a rappelé également que l'Union progressiste a raté les 20% dans 3 circonscriptions électorales. Et donc pour lui, la loi n'est pas taillée au profit de la mouvance présidentielle. Il met à défi Maître Adrien Rungweji de dire que le PRD, le Parti de Renouveau démocratique, n'a pas dissolu. Pour lui, Maître Adrien Rungweji est une référence en matière de démocratie et à sa lecture des choses qui n'est peut-être pas forcément la meilleure. Pour lui, tout se passe bien à quelques mois des élections générales de 2026. Les acteurs politiques se parlent et se concertent, nous a-t-il confié. Interrogé sur les récentes déclarations de Candide Armand-Marie Azanaï, pour lui, l'homme est un grand frère. Il est dans son rôle de politique et d'objecteur. Il a sa manière de dire les choses depuis 1996, a tenu à rappeler Éric Martin Sangan. Pour ses espérances pour 2026, il espère voir à la tête du pays un autre Patrice Talon, peut-être un modèle mieux affiné. Il ne souhaite pas que Talon ait un dauphin. Pour lui, il faut que l'on se conforme à l'esprit de la réforme du système partisan afin que les partis politiques démocratiquement désignent leurs dieux de candidats et les investissent. Pour lui, Loïc Vlavonou est un manager hors du commun, très ouvert, a un cœur ouvert, comme je disais tout à l'heure. Il est un homme d'État d'exception qui a fait beaucoup d'innovations à la tête du Parlement béninois lorsqu'il a été interrogé sur ce qu'il pense de l'homme et de ses capacités managériales. J'espère que vous avez été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Je rappelle que Éric Martin Sangan est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Il est conseiller technique juridique du président de l'Assemblée nationale. Merci d'être passé sur ESAE TV. Merci, Kader. Merci également à Billy Gaël Aibi d'avoir conduit avec moi cet entretien. Ce fut un plaisir. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h avec le JT des JT.